Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce vendredi 19 septembre. Tout de suite les titres. L'Algérie dénonce le caractère éhonté d'une requête déposée par le Mali auprès de la Cour internationale de justice, une manœuvre grossière pointée du doigt par Alger. Les détails dans ce journal. Au Soudan, des dizaines de personnes ont été tuées ce vendredi lors d'une frappe des forces de soutien rapide contre une mosquée al-Facher au Darfour Nord. Le point dans un dossier consacré à la situation au Soudan. Situation sanitaire en République démocratique du Congo. La vaccination a commencé face à la nouvelle épidémie d'Ebola qui fait de plus en plus de victimes. Et on entame ce journal avec cette information. Le gouvernement malien a annoncé avoir déposé le 4 septembre 2025 une requête introductive d'instance contre l'Algérie auprès de la Cour internationale de justice. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a animée le 16 septembre, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a démenti cette allégation. Mais face à cette déclaration mensongère, les autorités maliennes se sont résolues à déposer cette requête le 13 septembre courant, comme annoncé aujourd'hui par le communiqué émanant de la Cour internationale de justice. Le ministère des Affaires étrangères constate un paradoxe saisissant à propos de la démarche malienne. Ce paradoxe réside dans le fait de voir la junte malienne qui a foulé aux pieds la légalité et l'ordre constitutionnel dans son pays, se soucier du droit qu'elle méprise au plan interne et auquel elle prétend faussement s'attacher au plan international. Le ministère des Affaires étrangères constate également que cette même junte a mené le Mali au désastre politique, économique et sécuritaire et qu'elle est elle-même l'instigatrice d'une banqueroute morale. Sa démarche auprès de la Cour internationale de justice procède manifestement d'une tentative d'instrumentalisation de cet auguste organe judiciaire des Nations Unies dans une tentative désespérée de recherche de bouc émissaire qui l'exonérerait de ses responsabilités dans la tragédie qu'elle inflige au Mali frère. Cette manœuvre est trop grossière pour être crédible. L'Algérie ne s'en rendra pas complice et on dénonce le caractère éhonté. L'Algérie a une trop haute idée du droit international, tout comme elle voue un profond respect pour la Cour internationale de justice. Elle a le devoir de ne pas permettre qu'il fasse l'objet d'une diversion autant avérée que dérisoire. Et tout de suite, je vous propose d'écouter l'analyse de Badis Rnissa, expert en relations internationales. Nous avons assisté effectivement à un communiqué, à une riposte diplomatique de la part de l'Algérie, une riposte ferme et encadrée, et cadrée surtout, comme pour rappeler aussi que la souveraineté et l'image et la crédibilité, la légitimité de l'Algérie est non négociable. Donc cela d'une part. D'autre part, effectivement, vous faites bien de le dire, l'alibi, les raisons, le leitmotiv de cette junte, qui je rappelle est une junte illégitime, est une junte extra-constitutionnelle, est une junte qui ne répond pas aux besoins ou à la tragédie des besoins, notamment du peuple malien, aujourd'hui trouve, ou plutôt joue à une espèce de partition dangereuse, mais surtout aussi qui dénote un régime en panique, un régime effectivement en perte de vitesse, en fuite en avant. Et donc, si vous voulez, c'est pour revenir aussi à la nature de cette junte, ces putschistes notamment, qui sont dans une impasse politique, mais surtout aussi qui maintiennent leur pouvoir aujourd'hui, si je peux m'exprimer ainsi, qui le maintiennent avec une perfusion populiste et une perfusion arbitraire qui aujourd'hui est illustrée par ce que j'ai qualifié de récit fictif de la part de cette junte militaire qui voit en Algérie une espèce d'exutoire, une espèce de ennemi imaginaire notamment pour peut-être mieux galvaniser la population et surtout, encore une fois, s'inscrire dans une manœuvre dilatoire. L'Algérie a défendu au Conseil de sécurité un projet de cessez-le-feu immédiat à Gaza malgré le veto américain. Alger réaffirme son soutien indéfectible à la cause palestinienne, une position fidèle à ses principes envers les causes justes. Les détails avec Mohamed Walid Ben Chaban. Palestinian sisters, Palestinian brothers, forgive us.
L'Algérie a vivement réagi à l'usage du veto américain au Conseil de sécurité des Nations Unies, opposé une nouvelle fois à une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Une décision perçue comme un soutien clair à l'agression sioniste en cours. Le Conseil de sécurité n'a pu rompre le siège de Gaza. Pardonnez-nous, parce que le monde parle de droits. Mais vous, Palestiniens et Palestiniennes, vous en êtes privés de ces droits. Pardonnez-nous, car nos efforts très sincères, ont été vains face à ce mur de refus. Pardonnez-nous, malgré nos efforts les plus sincères, le Conseil de sécurité n'a pu vous venir en aide. Pourquoi? Parce qu'Israël est protégé. Parce qu'Israël jouit d'impunité, non pas en vertu du droit international, mais grâce à un système international subjectif. Israël tue au quotidien. Or, rien ne se passe. Le rejet de la proposition portée par plusieurs pays dans l'Algérie a mis un coup d'arrêt aux efforts diplomatiques internationaux visant à mettre fin au massacre des civils palestiniens. Pardonnez-nous parce que le Conseil n'a pas pu sauver vos enfants. Plus de 18 000 enfants ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pas pu protéger vos femmes. Plus de 12 000 d'entre elles ont été tuées par Israël. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pu protéger vos personnes âgées. Plus de 4 000 d'entre eux ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car le Conseil de sécurité n'a pu défendre vos médecins, vos infirmières. Plus de 1400 ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, parce que nous n'avons pu défendre vos journalistes. Plus de 250 ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car nous n'avons pu protéger votre personnel humanitaire. Plus de 500 d'entre eux ont été tués par Israël. Pardonnez-nous, car la famine se propage désormais à Gaza et le Conseil n'a pu l'endiguer, n'a même pas pu agir pour la condamner, parce que le Conseil n'a pu interrompre votre déplacement forcé. Depuis le début de l'invasion terrestre sioniste sur Gazaville, les bilans humains s'alourdissent d'heure en heure. Des hôpitaux ciblés, des écoles détruites, des familles entières décimées. Le silence du Conseil de sécurité bloqué par le veto américain est interprété comme un abandon des principes même du droit international. L'Afrique continue d'attirer l'attention des investisseurs étrangers, mais seuls 3 pays du continent parviennent à se distinguer dans le classement 2025 des économies les plus attractives pour les multinationales. Il s'agit de Maurice, de l'Égypte et de l'Algérie, selon le dernier rapport publié par un cabinet italien. L'étude évalue l'attractivité de 146 pays représentant 98% du produit intérieur brut mondial et 94% de la population de la planète. L'évaluation couvre un large éventail de critères allant des investissements directs étrangers à la qualité de la gouvernance en passant par le niveau d'éducation, l'état de droit, le développement des technologies et l'innovation. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a conclu les consultations au titre de l'article 4 concernant l'Algérie. La décision du conseil d'administration a été prise après un délai prescrit. Le Fonds monétaire international relève dans un nouveau rapport publié le 18 septembre que l'économie algérienne a connu une forte reprise depuis la pandémie. Les perspectives à court terme restent globalement positives. Et dans le dossier du Sahara occidental, la Russie a souligné jeudi la nécessité de trouver une solution définitive à la question du Sahara occidental conformément aux objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. La position russe a été exprimée lors de la consultation tenue à Moscou entre la vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Verchinin, et l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.
Un exposé détaillé d'Amnesty International sur les violations graves et systématiques dont sont victimes les civils sahraouis dont la partie occupée du Sahara occidental a été présenté par une délégation du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental lors d'une rencontre avec les responsables de cette organisation. CODESA a souligné la souffrance du peuple sahraoui qui s'est aggravée considérablement depuis la violation par les forces d'occupation marocaines de l'accord de cessez-le-feu le 13 novembre 2020. Nouveau drame au Soudan, les forces de soutien rapide ont assassiné 75 civils dans un bombardement d'un camp de réfugiés au Darfour occidental, selon une source humanitaire citée par l'agence France-Presse. Un bilan particulièrement lourd qui témoigne de l'aggravation des violences contre les civils dans cette partie du pays, rappelant que pas moins de 42 personnes ont été tuées dans une mosquée. Au Soudan, la situation ne peut pas passer inaperçue, même si l'absence de mesures efficaces de la communauté internationale se fait sentir. Le pays est livré à la violence, une violence que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme constate et relève une aggravation des massacres contre les civils durant le premier semestre 2025. Et toujours au Soudan, la crise touche également le secteur humanitaire et sanitaire. Le Comité international de la Croix-Rouge a indiqué que la propagation du choléra dans le pays a fait un bilan de 2500 victimes, alors que le conflit armé a mené à la destruction des infrastructures, privant des millions de personnes d'accès à l'eau potable et à des soins. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a reçu jeudi à Brazzaville la représentante spéciale du secrétaire général Anna Tété. Les deux parties ont discuté des derniers développements politiques et sécuritaires en Libye, ainsi que des moyens de garantir la mise en œuvre réussie de la feuille de route présentée par la représentante spéciale au Conseil de sécurité le 21 août. La réunion a porté sur les moyens par lesquels les Nations Unies et l'Union africaine peuvent coopérer pour assurer le succès d'un processus de réconciliation nationale. La représentante spéciale Tété a exprimé sa gratitude au président Sassou Nguesso pour son engagement à coopérer avec la mission d'appui des Nations Unies en Libye et toutes les parties libyennes afin d'assurer le succès du processus de réconciliation nationale. Elle a également salué son rôle dans le soutien apporté à la transition de la Libye vers des institutions unifiées et légitimes grâce à des élections. Et un mot d'économie en Tunisie, les exportations industrielles tunisiennes ont progressé de 1,9% au premier semestre 2025 par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 29,48 milliards de dinars, a annoncé l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation. Selon la même source, les importations du secteur ont augmenté de 8% par branche. Les exportations des industries mécaniques et métallurgiques ont progressé de 6,2%. Et direction ce soir en République démocratique du Congo pour parler de la situation sanitaire qui est critique. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 31 personnes sont mortes après avoir été atteintes par le virus Ebola. L'OMS a par ailleurs confirmé 48 cas au total, rappelant qu'une campagne de vaccination contre le virus mortel a débuté plus tôt cette semaine dans la province du Kasaï, épicentre d'une épidémie déclarée début septembre. La République démocratique du Congo est confrontée à une nouvelle flambée du virus Ebola dans la province du Kasaï, située au centre-ouest du pays, à environ 850 km à l'est de Kinshasa, la capitale. Cette région enclavée et difficile d'accès partage une frontière avec l'Angola et plusieurs autres provinces congolaises. Depuis le début de l'épidémie,
48 cas ont été recensés dans 31 décès. Les autorités sanitaires, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, ont lancé une campagne de vaccination ciblée et renforcent le suivi des contacts pour contenir la propagation. Le taux de létalité dépasse les 50% et les femmes sont particulièrement touchées. Les pays voisins, notamment l'Angola, restent en alerte face au risque de transmission transfrontalière. La Namibie a inauguré jeudi sa première usine de production à grande échelle d'hydrogène alimentée par l'énergie solaire, marquant une étape majeure dans ses efforts, d'industrialisation verte. L'usine produira de l'hydrogène vert permettant d'alimenter des camions, des bus, des équipements portuaires, des locomotives, des générateurs et des petits navires. Et on clôture ce journal avec cette information. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a entamé cette semaine les discussions à New York avec le groupe Afrique et les agences des Nations Unies concernant la création de l'Agence africaine de notation de crédit. Lors du pacte mondial des Nations Unies, l'équipe du mécanisme africain d'évaluation par les pairs a présenté la vision, le cadre, la gouvernance et le modèle économique de la future agence africaine, clarifiant ainsi son rôle au sein de l'écosystème financier africain et du secteur mondial de la notation. L'initiative clé du MAEP et de l'Union africaine, l'Agence africaine de notation de crédit, constitue un outil stratégique pour relever les défis de longue date auxquels les pays africains sont confrontés pour accéder aux marchés financiers internationaux dans des conditions justes et équitables. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News.